Nous sommes jeudi 30 novembre, il est 20h et vous regardez le débrief d'Histoire Crépue, une émission en direct sur Twitch et en replay demain à la même heure sur Le Média, chaîne 350 de votre Freebox. Dans cette émission, on revient sur l'actualité avec une grille de lecture décoloniale, enfin. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 1h20. Au programme, on va parler de plein de sujets qui vous intéressent. On commencera par l'affaire Thomas et la ratonnade de Romans-sur-Isère et on se demandera si la France s'apprête à plonger ou pas dans une guerre raciale. On se demandera aussi que peut le droit international face à la guerre à Gaza. On parlera de la loi immigration, on parlera d'écologie décoloniale, on parlera d'adoption transraciale et des dangers qui pèsent sur le hip-hop en France. Bref, j'espère que vous appréciez le programme, mais avant de commencer, j'aimerais vous partager ma petite analyse du moment médiatique qu'on est en train de vivre. C'est l'édito de Someboy, générique. Cette semaine, on a été secoué par une grosse tension raciale. Agression au cutter de Mourad, meurtre de Thomas, descente de fascistes sur une cité à Romans-sur-Isère. Est-ce que la France est en train de basculer dans une guerre civile raciale ? Personnellement, je ne crois pas. Je crois même qu'on en est très loin de la guerre civile raciale et pour le comprendre, il faut jeter un coup d'œil à notre histoire coloniale. Mais avant ça, parlons des faits. Le 19 novembre 2023, le jeune Thomas, 16 ans, est tué dans une violente bataille rangée qui s'est déroulée dans la salle des fêtes de Crépol. S'agit-il d'une bagarre qui a dégénéré ou d'une descente avec intention de tuer ? Deux versions s'opposent, mais une chose est sûre, le combat opposait principalement des Français blancs à d'autres Français d'origine maghrébine venus de la cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Nous voilà face à un conflit qu'on peut lire avec une grille de lecture raciale. À partir de ce constat, l'extrême droite s'empare de l'affaire. Elle présente un scénario catastrophe dans lequel des jeunes musulmans de cité se seraient organisés pour tuer du blanc. La guerre ethnique sous-jacente, qui pour moi sont les prémices de la guerre civile, et ça me terrifie. Une version qui leur permet de diffuser leurs fantasmes, la chose dont ils rêvent depuis toujours, une guerre raciale en France. Ils parlent de racisme anti-blanc, ils présentent les jeunes de la Monnaie comme de faux Français, des barbares qui détesteraient la France, et face à ces barbares, ils préconisent l'autodéfense. C'est le signal qu'attendaient les suprémacistes blancs de toute la France qui s'organisent sur leur réseau pour préparer une descente sur la cité de la Monnaie. Ils défilent avec des slogans « Islam hors de France ». On sent tout de suite que leur action n'a plus rien à voir avec la recherche de justice dans l'affaire Thomas. Ces militants ne veulent pas que la justice soit faite, ils veulent casser de l'arabe. Ils réactivent un mode d'action qui date des périodes les plus sombres de l'histoire de France, les ratonnades. Les ratonnades, ça date de la guerre d'Algérie, quand les pieds noirs ou les colonialistes blancs s'organisaient pour tabasser ou tuer des Nord-Africains en France ou au Maghreb. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Et à partir des années 70, quand l'empire colonial français est en ruine, ce type de violence continue à tuer en métropole. Sur Internet, on trouve facilement des listes de ratonnades et de crimes racistes qui ont eu lieu dans les années 80. 9 décembre 1980, à Lille, M. Bousbia, 46 ans, ouvrier sur un chantier, est tué à la carabine à lunettes par un habitant du quartier qui ne supportait plus le bruit des marteaux-piqueurs. 29 avril 1981, Gennevilliers, Pierre Van Dort, militant du Front National, abat de 2 coups de fusil dans le dos Kamel Ben Ali, 16 ans. Le meurtrier est remis en liberté après avoir versé une caution de 120 000 francs, de 12 000 francs. 10 août 1983, Aix-en-Provence, Salim Guine, 18 ans, est tué par un commando raciste. Et il y en a encore des centaines comme ça, des crimes racistes depuis les indépendances. Je pense aussi au jeune Kader, 15 ans, qui avait été tué au fusil par un gardien d'immeuble à Vitry. À l'époque déjà, les médias avaient essayé de parler aux jeunes de la cité. Je vous montre ces extraits du film « Ils ont tué Kader » réalisé en 1980. Où on établit vous êtes méfiant, bon ça peut peut-être se comprendre, normal, mais c'est dommage. C'est normal, c'est normal. Mais c'est dommage. On n'est pas flic, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi crois-tu qu'on discute? Pourquoi crois-tu qu'on essaie? On peut se tirer ailleurs. Alors au contraire. Alors vous, parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas tous dans cette cité, vous êtes... Et là vous parlez de flics parce que vous savez très bien que ce film ne passera jamais à la télévision. Non, arrête. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui nous attaquez, vous avez la possibilité de tu avais la possibilité de le faire. Allez. Mais qu'est-ce qui nous prouve? Il y a votre chef d'équipe là. Non, mais qu'est-ce qui nous prouve?
Et votre chef d'équipe qui attend. Qu'est-ce qui nous prouve ça? Le fait qu'on soit revenu... Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Lui, il est tout seul et vous Si êtes vous voulez là, faire un super en train de vous scandale. battre pour avoir l'émission là. Non, on veut pas de ça, on veut une émission en direct. On a bien précisé, une émission en direct. Bon, ben, voilà. Avec le poste de télévision au premier étage en train de nous revoir pour voir que c'est pas truqué, qu'on passe bien à la télévision en direct. Depuis cette époque, les jeunes savent que les médias sont contre eux. Ils veulent passer en direct pour ne pas qu'on puisse déformer leurs propos. L'un d'eux va d'ailleurs réussir à arriver sur le plateau d'Antenne 2. Regardez. C'était pas un loupard ni un voyou, c'était un jeune comme un autre. C'est les jeunes qui doivent parler. C'est eux, c'est nous. Mustapha qui doit parler. Sinon on parle, c'est nous qu'on expose notre problème. À chaque fois qu'il y a une émission qui passe sur les jeunes, il faut toujours un psychologue, machin, toujours des mecs qui connaissent rien de la jeunesse, ils vivent même pas dedans. Voilà, je suis psychologue, je suis ça. Je m'occupe des jeunes, je suis éducateur, je suis ça. Non, parce qu'il y a quand même une chose qui est importante, c'est que cette motivation des adultes qui essayent de vous comprendre, le fait que vous soyez là d'ailleurs, c'est une preuve supplémentaire. Il ne faut pas que vous adoptiez systématiquement une attitude de provocation ou de refus des adultes. Non, je le dis comme ça. Parce que c'est facile de dire c'est la faute aux autres, c'est la faute, etc. etc. Le problème, c'est que nous vivions tous dans une société, que vous en acceptiez ou refusiez les règles, c'est votre problème. Mais je veux dire, nous sommes à la limite, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble. Ouais, mais on vit ensemble, mais toi seulement, toi où tu vis? On vit pas ensemble pour l'instant. Moi, tu vis pas à Cousy, tu vis pas dans les ghettos de la misère. Et je vis dans le même pays. D'accord, dans le même pays, mais ça veut rien dire le même pays. C'est dans quelle classe tu vis, toi? Et il y a de très nombreux téléspectateurs qui téléphonent en ce moment à Antenne 2, à la rédaction. Certains pour montrer leur accord et pour nous approuver de vous avoir invité aujourd'hui. D'autres, je dois dire, plus nombreux pour exprimer leur total désaccord. Je voudrais simplement dire qu'après les événements de Mitry, après la mort de Kader, eh bien, il nous avait semblé juste de donner la parole à des gens qui n'ont jamais la parole, justement, à la télévision. On était en 1980 et vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup changé. Une génération plus tard, la France est dans les mêmes tourments. Alors comment est-ce qu'on gérait les crimes racistes à l'époque? Première réaction, l'émeute. Les cités se soulevaient, affrontements avec la police, des jeunes emprisonnés, du mobilier urbain détruit, depuis les années 80 jusqu'à Naël. Mais jamais les Arabes et les Noirs, comme on dit, ne se sont organisés massivement pour casser du blanc. Et pourtant, les occasions de guerre raciale étaient nombreuses. Tous ces suprémacistes, ces concierges, ces policiers qui tirent au fusil à lunettes. Alors pourquoi la France n'a pas déjà basculé dans la guerre raciale? Mon avis, c'est parce que les racisés ne sont pas unis en France. Vous avez les Kabyles, les tout-couleurs, les Vietnamiens, les Atiers, les Bambara, les Arabes. Il y a plein de gens qui ont des intérêts différents, mais qui ont quand même un point commun. Tous subissent le racisme qui est la conséquence de plus de 100 ans de colonisation durant laquelle des colons blancs ont tenté d'imposer une guerre raciale au reste du monde. Une guerre raciale menée donc par une suprématie blanche. Et c'est le sujet d'un super documentaire Arte qui s'appelle « Exterminer toutes ces brutes », réalisé par Raoul Peck. Suprématie blanche qui a fini par se faire chasser. Une suprématie blanche vexée qui s'enfonce aujourd'hui dans la victimisation. Après avoir écrasé et humilié les peuples du monde entier, elle a peur qu'ils viennent se venger. C'est qu'elle a mal compris qui nous sommes. Elle ne connaît pas l'histoire de l'antiracisme. Qu'ont fait en réalité les Nord-Africains quand ils subissaient les ratonnades? Ils se sont défendus, oui, c'est le sujet du film Rascal qui est sorti récemment au cinéma, mais surtout ils ont organisé une marche, une grande marche pour l'égalité et contre le racisme. Ils ont défilé pacifiquement dans toute la France des quartiers, la France rurale, pour qu'on puisse avancer ensemble et sortir des traumas de la colonisation. Aujourd'hui, quand l'extrême droite appelle à l'autodéfense, elle réactive les ratonnades, elle ne s'inscrit pas dans l'histoire de l'antiracisme français. Elle espère la guerre raciale pour justifier sa violence. Mais en face de la suprématie blanche, il n'y a pas un camp organisé racialement contre les Blancs. En face de la suprématie blanche, il y a nous, des antiracistes qui cherchons avant tout à soigner un pays malade. Mais alors, si le meurtre de Thomas n'est pas le symptôme d'une guerre raciale, qu'est-ce que c'est ? L'enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une rixe, d'un règlement de compte ou d'un crime à motif raciste. Mais une chose est sûre, des morts de ce type, il y en a eu trop. Des rixes absurdes déclenchées par des insultes misogynes, on n'en peut plus. Des règlements de compte sur fond de guerre de territoire, c'est plus acceptable. Depuis longtemps, des associations se mobilisent pour lutter contre la violence des jeunes hommes de nos quartiers. Et je crois qu'il est urgent de les soutenir et de les mettre en avant. Street Press a réalisé une série documentaire intitulée Rix, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors pour conclure, si on regarde l'histoire de la France, je pense qu'on est loin, très loin de la guerre raciale. Les tensions sur fond de racisme ne sont pas nouvelles, elles datent de la fin de la colonisation dans un contexte où nous n'avons pas été capables de traiter nos traumatismes coloniaux. Aujourd'hui, je crois que le temps n'est pas à l'escalade de la peur. Apprenons de nos actions, des actions de nos anciens, notamment ceux des années 1980, qui ont cherché des outils pour pacifier nos relations. Cette année d'ailleurs, c'est les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Je vous conseille d'aller vous renseigner, ça va complètement
transformer votre perception du moment qu'on est en train de vivre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec cette analyse ou si vous avez des critiques. On a besoin de réflexion et de complexité sur ces sujets qui, je le sais, sont très tendus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cet édito spécial et on se lance maintenant dans le cœur de notre émission. Le débrief d'Histoire Crépue, c'est maintenant générique. Restez avec nous, c'est le débrief d'Histoire Crépue, une émission où on aborde l'actualité avec une perspective historique. On n'a pas peur de parler de sujets complexes sans pour autant les rendre compliqués. Et aujourd'hui, on va parler du conflit qui se déroule à Gaza entre Israël et le Hamas en se posant une question, je ne sais pas si elle est simple ou si elle est compliquée, est-ce que la justice internationale peut nous aider à résoudre ce qui se passe à Gaza ? Pour réfléchir à cette question, on est heureux d'inviter M. Yohann Soufi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes avocat et procureur spécialisé dans le domaine de la justice pénale internationale et les droits de l'homme. Dans ce moment de grand n'importe quoi sur les médias, votre parole, en tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup de bien, que ce soit sur Twitter, sur les interventions que vous avez pu faire à la télé. Et donc, j'aimerais vous poser une question pour commencer. Vous avez beaucoup pris la parole autour de la guerre qui se déroule actuellement donc, à Gaza, où vous avez travaillé, puisque vous étiez directeur juridique pour l'UNRWA, qui aujourd'hui est accusé de toutes parts. On l'accuse d'être presque complice du Hamas. Alors, qu'est-ce que c'est l'UNRWA ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et pourquoi est-ce qu'elle est accusée aujourd'hui ? Oui, l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui est en charge des réfugiés de Palestine. Et ça depuis 1948, depuis la Nakba, en fait, où il y a eu environ 700 000 réfugiés palestiniens qui sont partis alors à Gaza, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et donc, l'ONU, en attendant de trouver une solution politique à cette crise des réfugiés, a créé une organisation dont le but, c'est d'apporter une assistance humanitaire. Donc, ça veut dire quoi ? Apporter de la nourriture, des soins, l'éducation à ces réfugiés de Palestine. Et ça, c'était il y a 75 ans. Et donc, depuis 75 ans, en fait, l'UNRWA continue ses activités, mais la population réfugiée, elle s'est agrandie. Et aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de réfugiés de Palestine dans ces États, et notamment à Gaza, où j'ai travaillé, où il y a 1,6 million de réfugiés. Et donc, l'UNRWA s'occupe d'eux de manière, en tout cas, leur apporte une assistance humanitaire. Donc, c'est un bureau de l'ONU. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, UNRWA ? C'est en anglais, c'est United Nations Relief for... J'avoue que le W, je ne sais plus. Agency. OK. En tout cas, c'est le bureau de l'ONU qui s'occupe donc des réfugiés. C'est une organisation des Nations Unies. Ouais. Et comme toutes les agences des Nations Unies, elle est tenue à des principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité. Et c'est pour ça que toutes ces accusations, elles sont calomnieuses. On revient d'ailleurs sur les accusations. On accuse donc là, aujourd'hui, dans les médias français, l'UNRWA d'avoir été complice du terrorisme du Hamas ou d'avoir fait des manuels scolaires, voilà. Oui, enfin, dans les médias français fainéants, parce qu'en fait, on reprend une propagande qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis longtemps. Et derrière UNRWA, en fait, ce qu'on vise, c'est les réfugiés palestiniens et la cause palestinienne. Donc, il ne faut pas se tromper sur quel est l'objectif politique de ces attaques contre l'agence et contre les Nations Unies aussi. Mais ça, ce n'est pas propre à Israël. Je veux dire, tous les régimes autoritaires, à chaque fois que l'ONU s'intéresse un peu aux droits de l'homme contre eux, ils s'attaquent à l'ONU. Donc, on casse le thermomètre plutôt que de s'intéresser aux problèmes. Et on a beaucoup, donc pour changer un peu de sujet et revenir vraiment sur le cœur de notre discussion, on a beaucoup entendu le mot génocide ces dernières semaines pour décrire la situation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans la guerre Israël-Hamas. Vous avez d'ailleurs fait un long thread Twitter pour expliquer, en fait, génocide, ça veut dire quoi ? Oui, parce que, comme vous le disiez, en fait, on est tous un peu perdus dans ce conflit. Et pour moi, en fait, ce que le droit apporte, c'est une forme de boussole morale, de repère, impartial, parfois un peu froid, mais aussi utile. Quand on est perdu, les outils du droit, ils s'appliquent partout. Et donc, c'est pour ça que j'avais souhaité définir le génocide. Et le génocide, en fait, depuis 1948, donc il a été créé par un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin,
qui a dit qu'il faut mettre un concept sur cette destruction physique, voire culturelle aussi, d'un groupe ethnique, racial, religieux ou national. Et donc, il y a eu des débats. Et il y a eu cette définition du génocide qui est à la fois dans la Convention de 48 et dans l'article 6 du Statut de Rome, qui définit en fait un ensemble d'actes dans l'objectif de détruire en tout ou en partie un groupe, et comme je disais, un groupe religieux, racial, ethnique ou national. Ok. Et il y a aussi une dimension peut-être culturelle dans cette notion de génocide ou pas du tout ? Oui, en fait, à l'époque, il y avait un débat important parce que pour beaucoup de gens, en fait, le génocide, il était aussi perçu comme la destruction culturelle, l'interdiction de parler une langue, la destruction des livres, la négation aussi d'une identité culturelle existante. Et notamment, et c'est là où ça résonne aussi avec votre discours anticolonial, parce que c'était important, il y a eu un accord à minima parce que quand il faut se mettre d'accord sur une convention entre tous les États du monde, c'est compliqué. Et donc, l'accord à minima, c'est sur la destruction physique du groupe, et donc on pense bien sûr à la Shoah ou au génocide des Tutsis au Rwanda, mais dans le langage commun, il y a aussi cette notion de génocide culturel, donc qui appartient pas au domaine du droit positif, si j'ose dire, mais qui est utilisé à la fois par les communautés qui sont persécutées et qui est utilisé de manière usuelle quand on voit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité comme ceux auxquels on assiste aujourd'hui à la fois en Israël et en Palestine. Et justement, vous avez parlé de la Shoah et du génocide au Rwanda, et ces deux génocides pour lesquels on a réagi après coup. Ouais. Et là, en fait, il y a un sentiment pour les gens qui suivent la situation au Moyen-Orient qu'il y a peut-être un génocide qui est en train de se dérouler. Alors, comment est-ce que... ils ont peur, en fait, de le voir se dérouler les bras croisés devant nos écrans. On est tous en train de regarder et on ne sait pas comment réagir. Comment est-ce qu'on peut savoir, en fait, si un génocide est en cours ou pas ? Bien sûr, mais c'est moi aussi ce qui m'a amené à la justice internationale. Je veux dire, je suis le fruit de cette formation, à la fois à la Shoah et en 1994. J'avais 12 ans, mais je me rappelle de ces images. Et donc, c'est l'idée il faut agir avant que le génocide ait lieu. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que des experts, la société civile alertent, parce qu'il n'y a aucun doute que ce à quoi on assiste aujourd'hui à Gaza, c'est criminel. Et il y a l'obligation, mais qui existe déjà depuis 1948 dans la Convention, qui, je le rappelle, s'appelle la Convention sur la prévention et la répression du génocide, de détecter en fait des signaux, notamment des discours incendiaires, etc., qui peuvent suggérer éventuellement la commission d'un acte de génocide. Donc, ceux qui alertent sur aujourd'hui le crime et les mouvements qui ont lieu aujourd'hui en faveur d'un cessez-le-feu, etc., ils sont totalement à la fois dans leur rôle et dans l'esprit de cette convention. Ok. Et donc les citoyens aujourd'hui, en France par exemple, il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir agir sur ce qui se passe. Mais comment est-ce que, en tant que Français, quand on a cette nationalité, est-ce qu'on peut s'impliquer en fait pour les plus jeunes ? Est-ce qu'il y a des outils du droit international, des choses qu'on peut faire avec notre passeport français ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec son passeport français, on peut faire plein de choses. On peut déjà s'éduquer, on peut apprendre, on peut essayer de maîtriser aussi les codes à la fois juridiques, politiques. On peut alerter aussi son député, son maire, etc. On peut tweeter, on peut manifester dans la rue. Même lorsqu'il y a quand c'est autorisé, exactement. Donc non, il y a tout un champ d'action à la fois politique, médiatique, juridique, et surtout on peut appeler la France à soutenir le travail de la Cour pénale internationale, comme elle l'a fait en Ukraine. Aujourd'hui, de le faire avec de la même manière et avec la même, énergie, intensité en Palestine. Et du coup, vous avez parlé de la Cour de la justice internationale. C'est peut-être une des seules institutions qui est compétente à agir sur le sujet. Mais aujourd'hui, les gens ne lui font plus confiance à cette justice internationale en général. On a l'impression que de toute façon, Israël et le Hamas ne sont pas affectés par les condamnations. Le Hamas est déjà condamné 1000 fois. Israël n'a rien à faire des condamnations. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la justice internationale, et pourquoi est-ce qu'on ne lui fait plus confiance aujourd'hui ? On ne lui fait pas confiance parce que la justice, elle est toujours imparfaite. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est mon combat, c'est que les outils dont on dispose
ce sont d'une certaine manière aussi ceux qui peuvent nous protéger. La Cour pénale internationale, elle a été faite notamment en réaction à l'anachronisme et à une forme de néocolonialisme du Conseil de sécurité, où 5 États parmi tous ceux dans le monde ont un veto de dire on ne fait rien sur cette situation comme en Syrie ou en Irak ou en Israël. Donc là, vous parlez de ce Conseil de sécurité de l'ONU. De l'ONU. Qui est différent de la CPI. Qui est différent de la CPI. Donc la CPI, c'est un traité où des États, 124 aujourd'hui, l'Arménie a rejoint il n'y a pas longtemps, mais une majorité d'États du Sud et l'ensemble des États de l'Union européenne ont dit, voilà, nous, on considère que lorsque des crimes internationaux sont commis et que les juridictions nationales, comme c'est le cas en Israël, ne se saisissent pas en fait de crimes internationaux qui sont commis, il faut qu'il y ait une justice internationale qui agisse. Elle a été effective, en tout cas pour le moment, principalement en Afrique. Exactement. Elle l'a été aussi en Ukraine. Aujourd'hui, il faut qu'elle le soit aussi en Palestine et ailleurs. Et justement, c'est quoi la légitimité de cette justice internationale ? Parce que, comme vous l'avez dit, elle était surtout effective en Afrique. Beaucoup de gens aujourd'hui sont critiques et disent c'est une institution qui condamne finalement que les Africains, que les gens non occidentaux en tout cas. C'est quoi la légitimité aujourd'hui de ces outils ? Oui, alors, c'est indéniable que la Cour pénale internationale s'est intéressée simplement pour le moment et s'est focalisée sur l'Afrique. Et ça, c'est un problème. Après, on peut voir aussi la chose d'une perspective différente. Elle s'est intéressée uniquement aux victimes africaines et pas seulement aux auteurs, si on se place du côté des victimes, ce qui est important à mon avis. Mais effectivement, aujourd'hui, pour avoir une légitimité et une crédibilité, il faut qu'elle s'intéresse à d'autres situations. Mais j'allais dire, ne jetons pas aussi le bébé avec l'eau du bain. Et donc, ça, c'est un outil en fait qui est quand même progressif. Quelle est l'alternative aujourd'hui ? À la fois à l'ONU qu'il faut changer, et à la Cour pénale internationale, c'est la loi du plus fort, et qui existait, vous l'avez rappelé avant, c'était déjà ça. Donc aujourd'hui, essayons d'investir ces outils du droit international pour les changer aussi en faveur de plus d'égalité et d'universalité, mais ne rejetons pas comme ça des outils qui, au final, sont en faveur des victimes et des peuples oppressés. Parce que vous rappeliez, dans une discussion qu'on avait eue précédemment, que en fait, c'est des outils assez jeunes, finalement, la CPI, c'est quelque chose de jeune qu'on peut essayer de transformer, qu'il est encore temps de transformer peut-être. Mais bien sûr, il est toujours temps, et comme je vous le disais, moi, je ne suis pas si vieux que ça, et pourtant, déjà, j'ai vu une évolution pour mes parents, par exemple, le simple fait que quelqu'un d'aussi puissant que Vladimir Poutine soit aujourd'hui non seulement l'objet d'un mandat d'arrêt, mais qui puisse plus voyager en Afrique du Sud, dans l'Union européenne, etc. C'est extraordinaire. Donc, moi, je suis quand même positif, mais il faut travailler à la fois en interne, ça va être mon travail, mais dehors, sous la forme de pression publique, pour qu'effectivement la justice pénale internationale et la Cour pénale internationale notamment, elle soit réellement universelle et apolitique. Ça, c'est fondamental. Et justement, vous parlez d'apolitisme et vous avez cité le fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut pas voyager puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Mais on voit des personnes comme justement Netanyahou, par exemple, où il y a de multiples condamnations qui ont été faites à l'égard d'Israël et du gouvernement en place actuel. Et pourtant, lui, il peut voyager. Alors, est-ce qu'il y a une justice à double vitesse ? Est-ce que même d'autres personnages, on pense à George Bush avec ce qui s'est passé en Irak, il y a plein de gens qui n'ont jamais été tenus responsables. Bah oui, mais parce que le principe de défaut est en fait le monde d'avant, c'est le monde de l'impunité, c'est le monde du plus fort et c'est le monde où ceux qui ont le pouvoir font ce qu'ils veulent. Et c'est le monde qu'on essaye de changer. Et la CPI, c'est un pas en avant. Vous l'avez dit, c'est quand même une institution assez jeune, mais c'est un pas dans la bonne direction qu'il faut. Après, il ne faut pas non plus oublier aussi les autres crimes. Au Darfour, en ce moment, ce qui se passe est terrible. Au Congo, en Érythrée. Donc, des crimes, il y en a partout. Et c'est vrai que la Cour pénale internationale, avec ses petits moyens, elle a une difficulté à s'occuper de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut soutenir son travail, y compris financièrement, c'est-à-dire pas pour les gens, mais pour les États, qu'ils donnent plus d'argent, parce que la paix coûte toujours moins cher et la justice coûte toujours moins cher que la guerre, le chaos, etc. Donc voilà, moi ça c'est mon appel en tout cas. Ouais. Et vous dites souvent donc que le traitement de toutes ces situations, en fait, notamment la situation à Gaza, ça va être un étalon en fait de la crédibilité des institutions internationales. Est-ce que vous pensez que la justice internationale pourrait s'effondrer si elle ne parvient pas à
à gérer la situation à Gaza ? Moi, honnêtement, c'est ma crainte en ce moment avec ce qui se passe en Palestine, c'est que les gens, et je le sens, le discours petit à petit en France, mais ailleurs, en fait, rejettent avec l'Occident les instruments en fait, du multilatéralisme, la démocratie, la justice internationale. Et ça, c'est dangereux parce que l'alternative, c'est l'abîme, c'est la dictature, et donc voilà, en fait, il faut pas qu'on oublie notre boussole morale, et je parlais de boussole morale, notre boussole morale, c'est la défense des droits humains, c'est la défense de l'égalité, etc. Et donc, c'est ces instruments-là qu'il faut investir et soutenir, et pas une forme de, comment dirais-je, de rejet total et de nihilisme, en fait, qui nous mènerait tout droit vers les moments les plus sombres de notre histoire. Et vous avez dit cour pénale qui doit être apolitique. Comment est-ce qu'on peut être apolitique aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là, dans le sens où, voilà, on l'a vu aujourd'hui, il y a par exemple Poutine qui a été condamné, Netanyahou qui, pour l'instant, n'a pas de mandat qui l'empêche de circuler. En fait, quand vous dites apolitique, c'est qu'il faudrait que ça s'adresse, que tout le monde soit jugé de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça, c'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup d'êtres humains et beaucoup de criminels. Donc, par définition, le procureur de la Cour pénale internationale, il doit faire des choix. Il a un pouvoir discrétionnaire. C'est d'ailleurs, avant, les choix, ils étaient faits par le Conseil de sécurité, qui est un instrument politique. Donc, la Cour pénale internationale, elle va dans la bonne direction. Mais effectivement, aujourd'hui, moi-même, je me dis que c'est important, voilà, justement, que, comme vous l'avez dit, la Palestine sera l'étalon de cette crédibilité. Et j'y crois fortement. Après, il faut être patient aussi. Le temps des médias, le temps de la politique et malheureusement le temps des crimes et de l'humanitaire n'est pas celui de la justice. Les enquêtes prennent du temps. De montrer la preuve, la responsabilité pénale individuelle d'une personne, c'est compliqué. C'est pour ça que nos enquêtes durent parfois longtemps. Et donc, il faut être patient avec la justice, mais il faut maintenir la pression, il faut soutenir son travail. Vous avez travaillé en Ukraine, vous avez travaillé à Gaza, vous avez travaillé sur les questions du Rwanda, vous avez travaillé sur plein de terrains où il y a eu des... Sierra Leone, Centrafrique, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour celles et ceux qui ont envie de soutenir justement le travail de la CPI ou de s'intéresser à la justice internationale ? Comment est-ce que, enfin, vous avez fait quoi comme parcours ? Peut-être que c'est pour la question de la fin, mais juste pour donner un petit peu de pistes à ceux qui voudraient aller dans cette direction. J'ai fait mes études en banlieue parisienne, à Cergy, et puis je travaillais dans un cabinet pénaliste en France, et je me suis dit, je rêve de plus grand. Et puis, voilà, je suis arrivé au Rwanda avec un avocat français. Et puis, petit à petit, et d'ailleurs aussi une autre avocat française, Anta Guissé. Et puis, on s'est retrouvés comme ça dans cette aventure rwandaise. Et petit à petit, comme vous l'avez dit, la Sierra Leone, le Liban. Et donc, voilà, tout le monde peut le faire, en fait. Il faut avoir la rigueur nécessaire aussi d'apprendre qu'il faut bosser, il faut connaître ses dossiers. Et puis après, tout est possible, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Yohann Soufi. Je rappelle que vous êtes donc avocat et procureur international. Merci d'avoir pu prendre le temps de discuter avec nous. Votre parole fait toujours du bien. Je conseille aux personnes qui découvrent cette émission donc d'aller aussi suivre ce que vous dites sur Twitter, parce que vous prenez beaucoup de positions et vous essayez d'expliquer les choses de manière très précise. Merci encore. Et donc, restez avec nous dans la suite de cette émission. On va parler d'un sujet très important, l'écologie décoloniale, chlordécone, l'écologie des quartiers populaires, agent orange, faut-il décoloniser l'écologie ? Mais avant de répondre à cette question, on va passer 5 minutes avec Nawal Ben Ali qui nous rejoint pour parler d'un sujet grave. Le hip-hop est-il en danger en France ? On en parle dans cette chronique de 5 minutes de Nawal Ben Ali. Générique. Alors, vous êtes toujours sur le débrief d'Histoire crépue et on va passer à la chronique de Nawal Ben Ali. On a eu un petit bug de générique, mais tout va bien. Nawal, la parole est à toi. Merci pour l'invitation. Alors, question pour commencer cette chronique. Okay. Est-ce que tu connais la loi 1149 ? Pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler. Ok, et c'est bien le problème. Et le truc, c'est qu'il y a bon nombre de concernés par cette loi qui pourrait éventuellement passer, qui sont un petit peu comme toi, qui connaissent pas les tenants ni les aboutissants, ou alors qui ont été mis au courant qu'il y a très peu de temps. Donc cette chronique ne dure pas longtemps, on va essayer de brosser vraiment très très rapidement
en quoi est-ce que ça peut être très problématique pour le hip-hop, mais surtout pour la danse hip-hop, je tiens à le dire. Alors, la loi 1149, c'est pour l'instant juste une proposition qui est portée par 2 députés de l'Indre-et-Loire. Donc, Fabienne Colbock et Valérie Bazin-Malgras, donc l'une du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, l'autre des Républicains. Alors, pour l'instant, elle a juste été déposée à l'Assemblée nationale et c'était le 23 avril dernier. L'objectif, en clair, c'est de mettre en place un diplôme d'État pour encadrer l'enseignement des danses hip-hop en France. Alors, en clair, si ça venait à passer, cette loi, elle aurait des effets très néfastes sur les écosystèmes économiques, culturels, créés et entretenus par plusieurs générations de danseurs en hexagone. Et ça, en fait, c'est sous couvert de promesses d'une meilleure reconnaissance du métier, de plus de travail, de meilleure rémunération, et puis pas mal d'autres avantages. Donc, en somme, c'est des choses et des horizons qui donnent plutôt envie, sauf que le revers de la médaille concernant cette loi, si elle venait à passer, parce que ce n'est pas encore le cas, c'est loin d'être luisant. Alors, à noter que ce n'est pas du tout la première fois que l'État souhaite mettre un diplôme d'État pour encadrer le hip-hop. Ça existe depuis la fin des années 90, donc 98 il me semble, en 2013, en 2015, et toutes ces tentatives, tour à tour, elles ont échoué grâce à la mobilisation de danseurs et de danseuses hip-hop français qui ont dit non et clairement, directement, au ministère de la Culture. Ce matin, histoire de savoir un peu ce qui se passait, j'ai été voir J.N. Gray, qui est artiste pluridisciplinaire, elle fait plein de choses, mais elle est notamment danseuse de house, pédagogue, chorégraphe, et Ambre Thieffry, qui est elle aussi danseuse, intermittente du spectacle, autrice et activiste panafricaniste. Ambre et JN, toutes les deux, elles font partie du collectif qui est constitué à peu près d'une douzaine de personnes pour l'instant, mais il y a pas mal de personnes derrière, qui disent non à cette loi 1149. Dans un premier temps, moi, je vous propose d'écouter JN, qui déplore la manière très, très pernicieuse avec laquelle cette proposition de loi elle a été soumise à l'Assemblée. Donc, pour elle, cette démarche, elle est empreinte d'un dédain teinté d'appropriation culturelle, et puis à peine masqué, de toute façon, pour tous les acteurs et actrices de la culture hip-hop de manière générale, surtout pour celles et ceux qui entretiennent, là, en l'occurrence, la danse, puisque le diplôme d'État, en fait, il opérerait comme une forme de filtre très élitiste qui viserait à lisser, domestiquer les disciplines de la danse hip-hop et puis en laissant malheureusement sur le carreau celles et ceux qui l'ont fait vivre pendant des années. On écoute Jen. Le hip-hop est toujours utilisé à travers des rôles. Oui, c'est des guerres de gangs, le battle, c'est des règlements de compte, etc. etc. Mais l'expression artistique est toujours mise de côté. Les valeurs qui sont prônées sont toujours mises de côté. Moi, j'ai pas l'impression que, en fait, nous sommes acceptés comme nous sommes, avec nos pluralités, qu'elles soient culturelles de par nos racines et culturelles de par cette affiliation-là, cette connexion-là avec ces cultures hip-hop, clubbing et autres. Le point commun qu'on a avec ces cultures-là et ces danses-là, c'est qu'elles sont nées aux États-Unis par des personnes racisées et des personnes minorisées. Et ces mouvements-là sont nés justement d'un besoin d'équité, de besoin de liberté, de besoin d'être entendu par rapport à des inégalités que ces personnes-là vivaient. C'est exactement le même contexte qu'on a eu, le contexte social et politique dans les années 80. On a été pris par ça parce que nos conditions en tant qu'enfants issus de la colonisation, nous sommes retrouvés. Le fait que l'État veuille se saisir d'un diplôme d'État par rapport à cette pratique-là, je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est compatible. Parce que même la politique culturelle en France n'aide pas, ou en tout cas n'aide pas assez, ne soutient pas assez ces disciplines-là en dehors des sentiers battus en fait, en dehors de tout ce dispositif académique. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'on assiste à ce nouveau tournant en 2023 ? Il se trouve qu'il y a une association qui s'appelle ON2H qui a l'initiative de ce qui se passe actuellement, donc de ce regain d'intérêt, cette proposition. Donc selon le collectif dont JN et Ambre font partie, en fait, il y a seulement 50 personnes du milieu de la danse hip-hop qui auraient été consultées, en toute discrétion bien sûr, et ça a écarté des acteurs majeurs de la danse aujourd'hui. Et le problème, c'est que cette schématique, on l'a déjà vue. On l'a déjà vue en 89, lorsque le diplôme d'État pour encadrer la danse jazz est passé. Et malheureusement, ça a été néfaste et pour le genre, et pour les personnes qui ont même été pionnières de cette danse-là en France. Aujourd'hui, on voit le résultat.
le jazz en termes de danse, c'est quelque chose qui est complètement dévoyé. Donc, je me suis dit que j'allais quand même essayer d'entendre ce qui se passait dans les hautes sphères. Donc, j'ai écouté un épisode du podcast Porte et Danse de Charlotte Jacques. Et c'est un épisode dans lequel, justement, Fabienne Colbock, qui est une des parlementaires qui porte cette proposition à l'Assemblée, elle s'est exprimée. Donc, on l'entend parler d'objectifs de clarification de ce qu'est un professeur de danse homologué et des critères d'attribution de ce diplôme. Donc, c'est un peu flou dans sa manière de s'exprimer. On voit qu'elle ne connaît pas très bien le sujet. Et je ne pense pas que son intérêt pour la danse hip-hop soit si évident que ça. Mais j'ai une question. Clarifier quoi aux yeux de qui ? Parce qu'il me semble que pour les personnes de la communauté de danseurs hip-hop, il n'y avait aucun éclaircissement qui avait été demandé sur le statut de professeur jusqu'alors. Les gens s'en accommodaient plutôt bien. Donc, sans grande surprise, moi, je ressors de l'écoute de cet épisode très, très peu convaincue. Et puis, si on connaît un tant soit peu le secteur, on comprend que si on veut aspirer à essayer de passer ce diplôme, il y aura nécessairement de grandes inégalités pour pouvoir y accéder. Donc, il faut 3 ans d'études. Si, potentiellement, on est déjà professeur de danse, si on a déjà enseigné, on peut être exempté de ces 3 ans de formation, mais il faut pouvoir justifier d'une activité. Et là, c'est très compliqué parce que si on connaît un petit peu l'économie du secteur, il est très précaire. Il y a beaucoup de prestations aussi qui ne sont pas nécessairement toujours déclarées. Donc, il va justifier. C'est très problématique. Et puis aussi, on peut dresser une autre critique. Si on se pose la question de la danse, qui n'est pas juste un enchaînement de steps, est-ce que 3 ans de formation, c'est suffisant pour enseigner une des disciplines du hip-hop, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis au-delà de ça, c'est toute une culture et c'est toute une histoire qui se transmet à travers la danse. Ce n'est pas juste danser et une succession de gestes. Donc, résultat, si ça venait quand même à passer, et pour l'instant, c'est en marche parce que ça se fait un peu sous le manteau. Cette mesure, elle prévoit des sanctions pour celles et ceux qui n'auraient pas ce diplôme. Et franchement, c'est plutôt salé. Donc, 15 000 € d'amende pour l'enseignant. OK, donc c'est beaucoup. Et du côté de l'établissement qui l'accueillerait, qui lui permettrait d'enseigner, alors là, c'est un petit peu moins en termes d'amende, c'est 7 000 €. Par contre, l'établissement encourt le risque de devoir fermer ses portes. Donc, assez drastique. À l'allure de ces éléments, on comprend que ça équivaudrait à une véritable mainmise de l'État sur les associations, sur les professeurs et leurs activités, et puis sur tous les lieux qui dispenseraient des cours de danse non académiques. Et je dis danse non académique parce que ce diplôme d'État, s'il venait à être efficient un jour, le hip-hop, certes, serait en première ligne, mais ce n'est pas du tout la seule danse qui serait concernée. Il y a les danses de la culture clubbing, donc le voguing, le whacking, qui seront concernés. Il y a aussi le crump, par exemple, mais aussi les danses traditionnelles ou régionales. Et là, je vous invite à redécouvrir Ambre Thieffry à ce propos. Pourquoi ne pas juste s'arrêter au hip-hop si jamais c'est la volonté et on est d'accord qu'il n'y a pas il n'y a pas d'unanimité en tout cas pour ce qui est du hip-hop. Si la volonté c'est de vouloir légiférer sur le hip-hop et que les gens du hip-hop sont d'accord, pourquoi on ne s'arrête pas juste à là ? Avec toutes les associations qu'il y a en France qui dispensent des cours de danse, je ne pense pas qu'elles aient toutes été interrogées, que toutes les communautés aient été interrogées sur chacune des cultures pour venir dire que oui, on aimerait qu'il y ait une ouverture à un diplôme d'État sur nos cultures. Sauf que cette loi, dans l'article 1, ce qu'elle propose, c'est de retirer les spécificités, les spécifications classiques, contemporains et jazz pour inclure le hip-hop et les autres disciplines grâce à un conseil d'État qui pourrait légiférer sur ces autres cultures. Mais finalement, où est la reconnaissance ? Où est la reconnaissance de nos histoires ? Où est la reconnaissance de nos cultures ? Où est la reconnaissance de nos luttes ? Où est la reconnaissance de nos prises de position ? C'est vraiment ça sur lequel, pour nous, afin qu'il y ait une relation de confiance et une relation d'égal à égal, sur lequel il faut apporter de véritables solutions. Et comme le dit Ambre, il faut apporter de véritables solutions. Et selon moi, et je pense selon beaucoup de danseurs, pas de solution sans les concerner. Donc pour l'instant, je récapitule, la loi, elle n'a pas encore été votée. Donc même si elle a fait l'objet de discussions là, le 7 novembre dernier, à l'Assemblée nationale. Donc ce qui induit qu'actuellement, si on veut se bouger, la priorité, c'est de pouvoir convaincre justement des élus, donc des parlementaires, de défendre cette cause pour les danseurs hip-hop qui sont contre, ou en tout cas qui aimeraient que d'autres discussions beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus approfondies et concrètes pour eux aient lieu dans ce cadre.
Donc, le collectif contre la loi 1149, dont font partie JN et Ambre, rencontrera d'ailleurs prochainement le député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, pour en discuter. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais en définitive, là, il faut savoir que les lignes peuvent encore bouger. Mais du coup, il faut se bouger. Donc, le collectif contre la loi 1149 appelle à une mobilisation de la communauté de danseurs, et du coup, pas seulement de la communauté de danseurs hip-hop français, puisqu'on a vu tout ce que ça peut toucher comme secteur. Il y a une pétition qui est en ligne actuellement, et si vous êtes danseur et danseuse, vous pouvez aller la signer. Vous pouvez aussi vous joindre à la liste des 150 signataires d'une tribune qui a été mise en ligne à cet effet. Et là, par contre, c'est vraiment destiné aux professionnels. C'est question d'impact. Et toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram du collectif. Donc, c'est @non-à-la-loi 1149, tout attaché. En bref, si on estime respecter les cultures et qu'on aspire à les encadrer, cela ne doit pas se faire sans et au détriment de ses acteurs et de ses actrices, surtout lorsqu'on sait que cette année, on fêtait quand même les 50 ans du hip-hop. Et c'est pas rien pour une culture qui est née dans le sud du Bronx dans les années 70 et à laquelle on prêtait vraiment pas grande espérance de vie. Merci beaucoup pour cette chronique, Nawal. Je rappelle que tu es journaliste indépendante et que tu animes le podcast Yassa chez nous. Et donc, on peut te suivre sur Instagram pour des contenus toujours aussi précis et intéressants. Et nous, on arrive au sujet de cette émission. Faut-il décoloniser l'écologie ? Générique. Vous êtes toujours sur le débrief d'Histoire Crépue, l'émission où on parle d'actu avec une grille de lecture décoloniale. Ça fait du bien. Aujourd'hui, on se pose une question très importante. Faut-il décoloniser l'écologie ? Certains d'entre vous sont peut-être sceptiques. Pourquoi est-ce que je parle de colonisation et d'écologie dans une même phrase ? Mais rassurez-vous, on va chercher à comprendre ça ensemble avec mes 3 invités du jour. Souba Brunel, tu es militante écologiste et cofondatrice des Impactrices. Bonjour. Bonjour. Kéo, tu es membre du collectif Vietnam Dioxine qui soutient les victimes de l'agent orange. Bonjour. Bonjour. Et Edwige Foudat. Bonjour. On est ensemble pour parler d'écologie. La planète va mal, on le sait, grâce au rapport du GIEC. Certains craignent la disparition de la forêt au Brésil en oubliant la forêt de Guyane française, ravagée, elle, juste à côté par l'exploitation de l'or. D'autres parlent du glyphosate en oubliant le chlordécone qui pollue durablement les Antilles. Et même sur l'écologie, donc, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que l'écologie est trop eurocentrée ? Aujourd'hui, on entend parler d'écologie populaire, on entend parler de racisme environnemental, d'écologie décoloniale. Alors, c'est quoi ce délire ? Souba, j'aimerais commencer en te posant une question. Comment est-ce que toi, tu analyses la crise environnementale qu'on est en train de vivre ? Merci pour cette question. C'est vrai que moi, à travers mon travail et le travail qu'on fait avec l'association des Impactrices, l'idée, c'est vraiment face à l'urgence climatique qui est énorme, il faut aller à la racine. Et la racine du problème et des enjeux climatiques se résume en 3 mots, MOTS, mais aussi MAUX, qui sont le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme. Pourquoi ? Parce que ces 3 systèmes-là sont basés sur les mêmes mécanismes et logiques de prédation, d'exploitation et de domination. Par exemple, le capitalisme, c'est le système qui domine tout le vivant et les êtres humains pour les systèmes, exactement, les systèmes économiques. Ensuite, il y a le patriarcat. Lui agit en majorité sur les femmes et les personnes minorisées. Et enfin, le colonialisme qui, lui, découle en grande partie de l'histoire coloniale et esclavagiste de l'Occident. Et où on voit encore aujourd'hui les conséquences de ces siècles en fait d'esclavagisme et de colonialisme sur la planète. Et donc c'est vraiment se dire que l'urgence est tellement énorme qu'il faut vraiment comprendre et donc agir à la racine de l'enjeu climatique. Donc pour ça, je vais illustrer mes propos. Pourquoi en fait ces mots racines sont le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme. Et je vais vous poser une question pour cela. Est-ce que vous savez quelle est la première SA, Société Anonyme par Action, de l'histoire de l'humanité ? Je ne sais pas. Non plus. Eh bien, c'est tout un symbole parce qu'il s'agit en fait de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en 1602 aux Pays-Bas.
Donc, pour rappel ou pour info, c'est une entreprise du coup colonialiste dont les activités enregistrées étaient la traite des esclaves et l'exploitation des ressources, et notamment en Asie. Et donc, la symbolique, elle est énorme parce que c'est vraiment à cette époque-là coloniale qui, du coup, à travers leur activité, qui est une activité vraiment économique patriarcale, dans le sillon, en fait, de leur conquête du monde, ancrer, imposer un paradigme, une logique capitaliste et colonialiste de par le monde. Et donc, c'est pour ça que cette symbolique, elle est très forte, parce que vraiment, elle est à l'intersection du patriarcat, du colonialisme et du capitalisme. Et ce qu'on voit, c'est que à travers cette expédition, finalement, c'est toute une planète entière qui est encore aujourd'hui imprégnée de cette logique-là, de ces règles du jeu-là. Et c'est en comprenant en fait cette histoire qu'on comprend aussi aujourd'hui les mécanismes économiques, géopolitiques, culturels qu'on a entre les pays du Nord et le Sud global. Et donc, du coup, là, il est vraiment très intéressant de se dire que l'écologie décoloniale, ou avoir une approche décoloniale dans l'écologie et le mouvement climat, est nécessaire et primordial, parce qu'encore une fois, c'est agir à sa racine. Et pour 3 raisons. La première, c'est du coup de comprendre en fait l'origine historique, et notamment là le rapport du GIEC, qui est le groupement international des experts du climat, a enfin statué l'année dernière, a vraiment abordé et démontré que les conséquences de cette histoire coloniale et esclavagiste fait qu'aujourd'hui les pays dits du Sud global sont les premiers impactés, alors que ce sont les derniers responsables. La deuxième raison, en fait, c'est le fait d'avoir une approche décoloniale dans l'écologie. Ça permet de vraiment comprendre qu'on reste dans ce continuum décolonial encore aujourd'hui. Et du coup, ça permet aussi de comprendre comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, nous qui habitons en Occident, on peut encore exploiter ces pays dits du Sud, à travers notamment la fast fashion, ou le fait que nos déchets plastiques ou électroniques qu'on utilise sont fabriqués dans ces pays-là et sont renvoyés à là-bas. Et donc, et le troisième, et non pas des moindres, qui est que l'approche décoloniale permet d'avoir un regard du coup décentré et donc non pas eurocentré, et du coup ça permet vraiment d'être plus créatif, plus innovant, parce que on sort on ne se cantonne plus aux narrations, aux discours occidentales dominantes. Et il y a une notion, donc merci déjà Souba pour cette explication de ce qu'on peut parler d'écologie décoloniale, de pourquoi on peut faire un lien entre l'histoire coloniale et l'histoire de l'écologie. Et j'ai envie de poser une question, il y a un autre terme qui revient aussi souvent, c'est le terme de racisme environnemental. Kyo, c'est un terme que vous utilisez beaucoup avec le collectif Vietnam Dioxine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Alors, pour comprendre le cas de l'agent orange, le crime de l'agent orange dont on soutient les victimes aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre sans l'expliquer à travers le prisme du racisme environnemental. Donc, le racisme environnemental, c'est lorsque c'est des situations où on voit que les personnes racisées dans nos sociétés sont beaucoup plus victimes d'inégalités écologiques et environnementales que des personnes blanches. Par exemple, ça va être l'accès à des ressources, à l'eau, à un air pur. Il y a William Hacker, notamment, qui est juriste, qui a fait un travail sur les lois anti-Digan et anti-Rom, notamment sur le positionnement des espaces d'accueil pour la catégorie administrative des gens du voyage. On voit que c'est toujours à côté des centres de traitement des déchets, que c'est à l'extérieur des villes. Il y a aussi le cas du chlordécone. Donc là, on est vraiment sur un cas de racisme environnemental où il y a le chlordécone qui est un herbicide qui a été utilisé alors que, en Martinique, alors qu'il avait été interdit sur l'Hexagone bien longtemps avant. Et donc encore, il y a des personnes qui souffrent de ce chlordécone qui provoque des cancers et d'autres maladies chimiques. Et pour revenir quand même au cas de l'agent orange qui est notre problématique. Alors, petit rappel historique, l'agent orange, c'est une arme chimique qui a été utilisée par les États-Unis
pendant la guerre du Vietnam. Donc la guerre du Vietnam, c'est 1955-1975, mais les épandages d'agents orange, c'est entre 1961 et 1971. L'agent orange, c'est un herbicide, mais donc, qui est censé détruire la jungle, la forêt. Pourquoi ? Parce que on sait que l'armée américaine a eu beaucoup de difficultés avec les résistants vietnamiens qui utilisaient en fait leur forêt pour se défendre. Donc pour réussir à détruire cette défense, ils ont utilisé cet herbicide. Et dedans, dans l'agent orange, ce qui est toxique, c'est la dioxine. Sauf que la dioxine, il y a des études qui ont été faites dans les années 2000 par l'Université de Columbia qui montrent qu'il suffit de 80 grammes purs de dioxine dans l'eau d'une ville type New York pour tuer 8 millions de personnes. Et pendant la guerre du Vietnam, c'est 366 kilos de dioxine qui ont été déversés à travers l'agent orange. Donc on voit bien que les États-Unis n'ont pas hésité à utiliser cette arme chimique, sachant qu'ils allaient tuer, finalement, ils savaient qu'ils allaient détruire la forêt, mais ils savaient qu'ils allaient tuer aussi forcément les militaires, les résistants vietnamiens, mais aussi les civils. On sait que 80% des victimes de la guerre du Vietnam, ce sont des civils. Ils n'ont pas hésité à utiliser cette arme chimique, sachant très bien qu'elle allait être toxique pour le Vietnam, mais sur plusieurs décennies, parce qu'ils avaient toutes les recherches. On sait que les ouvriers qui travaillaient dans ces usines de production d'agents orange développaient des maladies. Donc on voit que c'est des États comme les États-Unis qui n'hésitent pas à tout détruire, à détruire les corps, à détruire des corps pour des générations, puisque la dioxine, on sait maintenant que ça se transmet. On est à la 3e, 4e génération de personnes qui naissent avec des malformations, des membres en moins, de la cécité. Je ne parle même pas des fausses couches, des enfants qui naissent en bas âge. Donc voilà, il y a le racisme environnemental, il s'exprime là-dessus. On est à une telle déshumanisation des êtres humains parce que, en fait, pourquoi ils ont été prêts à faire ça ? Parce que le Vietnam, ancienne colonie française, les Vietnamiens ont été déshumanisés, ont été perçus dans les théories raciales comme des sous-êtres, et donc on n'hésite pas à tout détruire, à détruire leur environnement. Et même maintenant, on voit qu'il y a un racisme environnemental qui persiste dans le traitement de ces victimes. En fait, les vétérans américains qui ont participé aux épandages de l'agent orange, ils ont développé des maladies et du coup, ils ont demandé réparation aux États-Unis et ils ont eu 180 millions d'euros des fabricants de l'agent orange, dont Bayer Monsanto, de Chemical, Hercule. Donc, par contre, il n'y a pas de traces juridiques qui montrent que ces entreprises sont responsables. Les Vietnamiens de l'association des victimes vietnamiennes de l'agent orange, en voyant ça, sont allés aux États-Unis et ont essayé aussi de porter plainte. Mais on leur a dit non, c'est pas possible. Ils ont été déboutés. Donc on voit que selon qui vous êtes, on voit que vous n'avez pas la même reconnaissance. Et il y a Trantonia en France qui a la possibilité de continuer quand même de réussir à mettre ces firmes comme responsables. Mais cette fois-ci, c'est en France, au tribunal d'Evry, elle a porté plainte. Et la prochaine étape, c'est à la Cour d'appel de Paris le 7 mai 2024. Merci beaucoup pour ce rappel sur le racisme environnemental et sur aussi l'histoire du Vietnam, une histoire coloniale encore une fois, même si on se rappelle souvent de la partie américaine de la guerre du Vietnam. En fait, c'est d'abord une guerre qui commence, une guerre d'indépendance en fait des Vietnamiens contre le pouvoir colonial français. Et là, on a parlé beaucoup d'histoire, on a parlé beaucoup de concepts théoriques, mais on a aussi, l'écologie, c'est avant tout un rapport à la terre, à la pratique. Toi, Edwige Fouda, donc tu travailles plutôt justement ce rapport direct à la terre, concret, en région parisienne, en milieu urbain. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais ? C'est ça. Donc, je travaille dans un projet associatif qui a 8 ans d'existence déjà, qui est situé en Île-de-France, dans notre belle banlieue, à Montmagny, dans le 95, et qui est voisin de villes de la Seine-Saint-Denis comme Stein, Pierrefitte et Saint-Denis aussi d'ailleurs.
On travaille sur des thématiques sur l'écologie sociale, le développement durable et l'éducation populaire. On accueille tout public. Et ces publics travaillent avec nous au quotidien sur les animaux, enfin pour les animaux, pardon. On fait la ferme a 3 volets principaux qui sont un refuge pour animaux abandonnés ou maltraités. Donc ils peuvent être remis à l'adoption ou finir leurs vieux jours avec nous quand ce sont des animaux qui sont âgés et malades. On accueille aussi tout public pour faire des visites guidées, donc du scolaire, de la maternelle, des associations, des maisons de quartier, des centres sociaux. Et puis on fait de l'insertion. Donc on accompagne des publics, notamment des personnes sous main de justice et des personnes en situation de handicap. Les activités du quotidien, c'est de s'occuper des animaux, de les soigner, de faire du pâturage, du tri alimentaire, de la récupération aussi de bois pour fabriquer soi-même. Ça peut être des enclos, des tables, et tout le monde œuvre à porter ces valeurs-là dans une mixité qui est très très forte, tant au niveau culturel, social, intergénérationnel. Les publics, c'est des bénévoles. Dans les bénévoles, on a des retraités, on a des jeunes en échec scolaire, on a d'anciens personnes sous main de justice. On a des volontaires en service civique, c'est une 20aine par an, dont la moitié sont des jeunes issus de la communauté des gens du voyage, puisque près de la ferme, on a un camp qui existe depuis près de 60 ans. Et puis on a des stagiaires de différents domaines. Ça peut être des stagiaires qui viennent du droit, donc des futurs avocats, des futurs juges. On a des soigneurs animaliers, des vétos, du secrétariat, de l'animation. Enfin, c'est très variable. L'équipe salariée est composée de 5 personnes, pareil, issues de secteurs différents. Donc animalier, animation et médico-social. C'est parfait. Tu nous as bien expliqué tout l'ensemble et peut-être qu'on va passer ensuite sur des exemples plus précis, mais on commence déjà à y voir plus clair, donc sur le racisme environnemental, sur l'écologie populaire et sur l'écologie décoloniale. Mais on aimerait concrètement savoir un peu plus ce que ça donne. On aimerait des exemples précis, en fait, pour bien visualiser de quoi on parle. Rassurez-vous, on a des exemples précis qui arrivent, mais avant ça, on va faire une petite pause pour parler de la loi immigration avec le TikToker Adnan de Kid Droit, qui nous a préparé une chronique passionnante sur le sujet. On l'écoute. Bonsoir à vous, moi c'est Adnan alias Quid Droit et le but de cette chronique est de comprendre où en est le projet de loi sur l'immigration. À titre liminaire, je tenais à vous préciser que le Parlement et le gouvernement ont l'initiative de la loi. C'est ce qu'on appelle la compétence partagée de l'initiative de la loi. Mais dans les 2 cas, les textes suivent ce qu'on appelle la navette parlementaire. C'est tout simplement le mouvement de va-et-vient du projet de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat. D'ailleurs, c'est pour cette raison que parfois on entend parler de proposition de loi et d'autres fois on entend parler de projet de loi. Sachez que lorsque le texte est à l'initiative du gouvernement, on parle de projet de loi. Si le texte est à l'initiative du Parlement, on parle de proposition de loi. Autre chose importante, le gouvernement peut décider de déposer le texte soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Sauf évidemment les cas qui sont expressément prévus par la Constitution. Rentrons dans le vif du sujet. Concernant le projet de loi sur l'immigration, le gouvernement donc a décidé de choisir le Sénat pour déposer son projet de loi. Et il s'agit donc du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Alors, le projet de loi a été déposé le 1er février 2023 au Sénat par le gouvernement, suite à quoi la commission des lois du Sénat a élaboré un texte qui a été examiné par le Sénat en séance publique du 6 au 14 novembre 2023. Après l'examen de tous les articles et de tous les amendements, le Sénat a adopté le texte le 14 novembre 2023 en scrutin public avec 210 sénateurs pour et 115 sénateurs contre, avec également 16 abstentions. À titre d'information, le projet comporte plusieurs volets, notamment le travail, l'intégration, l'éloignement, mais aussi l'asile et le contentieux des étrangers.
Parmi les mesures adoptées par le Sénat, il y a notamment l'instauration des quotas migratoires, le durcissement du regroupement familial, la transformation de l'aide médicale de l'État en l'aide médicale d'urgence, le rétablissement du séjour irrégulier ou encore le conditionnement à 5 ans de résidence régulière pour l'accès à certaines prestations sociales non contributives, comme l'allocation familiale, l'aide personnalisée au logement ou encore le DALO, qui est le droit au logement opposable. Je ne suis pas médium, mais la suppression de l'aide médicale de l'État sera certainement retoquée par le Conseil d'État. Après cette série de mesures adoptées par le Sénat, eh bien, celui-ci n'a pas adopté l'article qui était tant attendu, qui est l'article 3, qui permettait la régularisation des travailleurs sans papier qui occupaient un emploi dans un métier en tension. Alors le Sénat a supprimé l'article 3 pour le faire migrer vers l'article 4 bis, si je puis me permettre le terme, en le transformant vers une expérimentation jusque fin 2026 d'une admission exceptionnelle au séjour des travailleurs sans papier qui exercent dans les métiers en tension à leur demande, sous réserve notamment d'avoir travaillé 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois, de résider depuis 3 ans en France en justifiant ainsi de leur intégration. Rien ne changera dans les faits puisque les préfets conservent ce pouvoir discrétionnaire pour accorder une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire, puisque l'article 4 bis dispose que ces conditions ne sont pas opposables à l'administration. Cela veut dire qu'il ne s'agira pas d'une délivrance de plein droit, puisque les sénateurs ont précisé que le nombre exact des personnes en situation irrégulière était inconnu et qu'une telle mesure, ou du moins une telle disposition, serait risquée. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est travail, et les papiers on verra après. Ce n'est pas tout, puisque d'autres dispositions ont été adoptées, comme encore conditionner la délivrance des visas et l'aide publique au développement à la bonne délivrance des laissez-passer consulaires par les États étrangers, pour exécuter au maximum les obligations de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF. Ou encore la levée des protections contre l'expulsion en cas de condamnation pour des faits qui sont passibles de 3 à 5 ans d'emprisonnement ou de violence à l'encontre d'élus ou d'agents publics. Et beaucoup d'autres mesures que je vous invite à voir sur mes réseaux sociaux en tapant Quid Droit 2 sur TikTok ou Quid Droit sur les autres plateformes. Alors pour finir, suite à l'adoption du texte par le Sénat, celui-ci a été transmis à l'Assemblée nationale le 14 novembre 2023. Il est actuellement en train d'être examiné par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Et à partir du 11 décembre 2023, il sera examiné en séance publique à l'Assemblée nationale. Évidemment, je vous tiendrai informé de l'avancée de la situation sur mes réseaux sociaux. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette chronique. C'était Adnan alias Quid Droit pour le Média TV. Vous pouvez retrouver donc Adnan sur TikTok et Instagram sur le compte Quid Droit pour tout comprendre sur le droit et les démarches administratives françaises. Un contenu fun tout en restant précis, c'est ce qu'on aime. Merci Adnan pour la chronique. Et générique. On est de retour dans le débrief d'Histoire Crépue. Aujourd'hui, on se demande s'il faut décoloniser l'écologie. C'est une question qui est un peu trop théorique, alors on a besoin d'exemples concrets. Merci d'être avec nous, Souba Brunel, Kéo du collectif Vietnam Dioxine et Edwige Fouda. On va commencer tout de suite avec Souba. Tu veux nous parler de la représentation, je crois, dans l'écologie. Oui, à travers une expérience, en fait, il y a quelques années, en 2020, on a fait un sondage chez les impactrices en demandant à notre communauté de répondre à la question quand on vous parle d'écologie, quelle personnalité vous vient à l'esprit ? Et il s'avère que les résultats des sondages est indéniable. Je pense que vous le voyez sur l'illustration. On ne revient pas sur le travail qu'ils font ou qu'elles font. C'est plutôt en termes de représentation. Ça reste donc en grande majorité des Yann Arthus Bertrand, Jean-Marc Jancovici, Nicolas Hulot, Thomas Wagner. Donc en grande majorité des hommes blancs.
privilégiés en ville et donc du coup qui occupent aujourd'hui la place médiatique. Et il s'avère que même là, l'année dernière, il y a eu le Top Voice LinkedIn en 2022, donc les experts un peu du climat. Et en fait, pareil, même si on a compté plus de femmes, ça reste très monochrome et très élitiste finalement. Et donc du coup... on s'est vraiment posé la question, et c'est aussi tout l'ambition des impactrices, c'est comment ça se fait que dans ces tables de décision, dans ces tables de solutions, dans ces tables médiatiques, donc celles qui créent des solutions, celles qui créent des discours, il y a aussi peu de diversité. Et en fait, le danger aussi de cela, c'est que les solutions et les discours proposés sont excluantes en fait de la majeure partie de la population. Par exemple, je prends l'exemple de l'avion. On nous culpabilise souvent de prendre l'avion et donc il faut respecter les 2 tonnes, et puis il y a vraiment beaucoup de discours dessus. Il y a une activiste qui est en train de faire toute une pétition pour taxer le kérosène. Mais alors si on revient avec une approche décoloniale, donc en effet ça complexifie la narration, mais au moins ça inclut d'autres personnes. Avec une approche décoloniale, on se dit, moi par exemple ma famille, elle est en Inde, et c'est une histoire coloniale, notre histoire coloniale franco-indienne, qui fait que moi je suis née ici et que ma famille est à des milliers de kilomètres. Donc comment mes parents font pour aller dans la terre de leurs racines, ou nous pour voir notre famille sans prendre l'avion, ou si c'est taxé, payer 4 000 € ou 2 000 € un billet d'avion, c'est trop cher pour nous. Et puis même il y a un enjeu de classe, de justice sociale. L'avion, on sait encore aujourd'hui que c'est moins cher parfois, même trop souvent, que le train. Donc les personnes de classe moins aisée vont prendre l'avion, vont avantager l'avion. Donc en fait, ça complexifie en effet la narration, mais c'est important en fait de comprendre l'autre majorité de la population, et notamment avec le prisme classe, genre, race, puisque si vous vous rappelez, pour revenir à la racine du défi climat, qui est capitalisme, colonialisme, patriarcat, du coup la seule solution qu'on peut répondre face à ces mots racines, ce n'est qu'une réponse écologiste, féministe et décoloniale. Et donc, du coup, face à ce manque de représentation, en fait, l'ambition des impactrices, c'est de ramener plus de femmes, plus de diversité. Pourquoi aussi à l'intersection de ces systèmes capitalistes, colonialisme et patriarcal qui créent l'urgence climatique, il y a les premières personnes qui sont impactées. On n'est pas tous et toutes impactés de la même façon. On l'a vu du coup lors de la première partie où je disais que les pays du Sud sont les premières impactés. Mais même en France, en fait, les femmes, par exemple, elles ont de 5 à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique. Les personnes racisées, par exemple, lors de la canicule en 2003, le département le plus pauvre, qui est le 93, et où aussi les personnes racisées sont surreprésentées, il y a eu 160% de taux de mortalité dans cette zone-là lors de la canicule. Donc on voit que en fait, on est tous dans le même bateau, mais il y en a qui se noient et il y en a qui ont encore leur bouée de sauvetage aussi. Donc voilà, l'idée pour les impactrices, c'est donc de ramener plus de diversité de voix, et notamment notre mantra, c'est première personne impactée, première personne écoutée. Et si possible, vraiment, première personne financée, s'il vous plaît. Donc, du coup, parce que nous, on est convaincus que c'est ces premières personnes-là qui ont les solutions, qui sont porteuses des solutions, puisqu'elles gèrent ces enjeux-là au quotidien. Et du coup, je reprends le projet que Edwige a décrit. C'est les personnes, les publics qu'elle a dans son écosystème qui sont les premières personnes impactées. Et donc, l'idée, c'est de mettre plus de justice sociale, même mettre la justice sociale au centre de l'écologie et du mouvement climat, en portant la voix de ces premières personnes concernées. Et pour ça, en fait, il faut que cette approche soit en effet écoféministe et décoloniale. Et donc pour ça, pour avoir des actions concrètes, par exemple au sein des impactrices, on a un média et un festival, parce que pour comprendre tous ces sujets-là, il faut informer, sensibiliser. Et donc à travers notre média et festival, on sensibilise le grand public. On a des outils et des formations sur ces sujets-là pour du coup empouvoirer ces premières personnes, et notamment nous on se concentre sur les femmes, mais tout le monde est le bienvenu, et des outils comme là on va lancer l'année prochaine la co-création de la fresque de l'écoféminisme, aussi pour comprendre et démocratiser aussi ces termes-là, et donc on l'a co-créé avec Climate. Et donc, en fait, tout ça, ces outils, ce média, ce festival, c'est vraiment pour œuvrer tous et toutes ensemble pour un mouvement qui soit plus juste, plus inclusif et donc plus innovant.
Et enfin, je terminerai vraiment par notre mantra qui est si nous ne sommes pas aux tables de décision, si nous ne sommes pas aux tables de solutions, même de discours, si nous ne sommes pas à ces tables-là, donc du coup, nous serons au menu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on prenne notre place. Alors prenons notre place, décolonisons ces espaces et rejoignez les impactrices. Un petit côté auto-promo. Et justement, on parle des porte-paroles de l'écologie qui effectivement sont principalement blancs et blanches. Tu as parlé de toute cette question de comment les personnes non blanches ou les personnes qui ne sont pas occidentales sont représentées et qu'elles sont souvent les premières à souffrir des conséquences du dérèglement climatique, mais aussi qui sont des victimes finalement dont on se soucie peu. Tu en as parlé d'ailleurs tout à l'heure, Kéo, en présentant la situation avec l'agent orange et les Américains vs les Vietnamiens, comment est-ce qu'ils avaient accès à des réparations. Et d'ailleurs, avec le collectif Vietnam Dioxine, ce soir, vous avez lancé une tribune sur l'usage des armes chimiques. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, parce que c'est aussi une question finalement d'écologie? Alors aujourd'hui, on est le 30 novembre et c'est la journée internationale en souvenir des victimes des armes chimiques. Et on ne pouvait pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe à Gaza ce dernier mois avec l'usage du phosphore blanc par l'armée d'Israël. Le lien entre ce qui se passe à Gaza et ce qui s'est passé au Vietnam, il est assez clair. Le phosphore blanc, c'est du coup un dispositif chimique normalement qui est censé masquer le champ de bataille. Sauf que son usage est totalement dévoyé et on l'utilise, l'armée israélienne l'utilise directement sur les populations, notamment à Gaza où il y a une très forte densité de population. Donc en fait, le phosphore peut vous brûler jusqu'à l'os et du coup, vous pouvez être en situation de handicap ou tout simplement mourir. Et ça rappelle forcément le napalm au Vietnam. Souvent, quand on pense à la guerre du Vietnam, on pense au napalm avec cette photo de cette petite fille qui a les habits brûlés, qui hurle de souffrance, qui est aussi une arme chimique. Et comme autre arme chimique, donc on parlait de l'agent orange qui est beaucoup moins visuel mais qui est beaucoup plus insidieux puisque l'agent orange il intoxique la terre. On a eu la 20% de destruction de la forêt du sud du Vietnam, 400 000 hectares de terres agricoles du Vietnam qui ont disparu. C'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée puisque la dioxine se stocke dans les graisses. Et pareil, à Gaza, en Palestine, on est avec des États qui ont les moyens de produire des armes de destruction massive face à des populations qui sont totalement démunies. Pareil, l'agent orange, c'était un herbicide, mais on l'utilise pour tuer directement. Pareil aussi, les États restent impunis. Israël avait déjà utilisé le phosphore blanc avant, il y a quelques années, et les responsables n'ont pas été sanctionnés. Pareil, l'État américain ni les entreprises comme Monsanto Bayer Monsanto n'ont été sanctionnés pour ce qu'ils ont fait. Mais il y a encore... Dans le cas de l'agent orange. Dans le cas de l'agent orange, pardon. Donc forcément, il y a des liens à faire. Trantonia, qui est franco-vietnamienne et qui va sur ses 82 ans, elle a sa famille qui a résisté contre l'Empire français, elle a résisté contre les États-Unis, elle a été touchée directement par l'agent orange, elle a perdu sa petite fille de 1 an, Viet Thai, à cause de malformations. Ces 2 filles aussi souffrent de malformations. Elle-même a eu au moins 5 maladies, des 17 maladies reconnues par les États-Unis liées à l'agent orange, à la dioxine. Mais elle continue, c'est son dernier combat. Elle va quand même décider de demander réparation et justice pour son pays, parce qu'elle a lutté pour demander la libération et l'indépendance de son pays, mais son pays n'est pas totalement libéré des conséquences des actes des États-Unis.
Donc, au tribunal d'Evry, elle a porté plainte, elle a tenté un procès en 2014. Et en 2021, le tribunal d'Evry s'est déclaré incompétent. Il a mis en avant l'immunité juridictionnelle des entreprises en disant que finalement, elle ne répondait seulement que à une demande de l'État d'effort de guerre. Sauf que c'est faux. On sait qu'il y a un appel d'offres et que Bayer Monsanto ont répondu et qu'ils ont choisi de vendre ses armes. Et donc, Trantonia, son combat face à ces entreprises, ça doit être, c'est un combat décolonial, c'est un combat anti-impérialiste. Et nous, on veut vraiment que ce soit un symbole et qu'on puisse finalement, toutes ces populations qui sont pareilles dans ces guerres asymétriques, on puisse se retrouver et combattre ensemble. Et on a le juridique avec nous. Et la prochaine étape, c'est la Cour d'appel de Paris le 7 mai 2024. Et si on veut retrouver donc cette tribune, elle est disponible sur votre site Vietnam Dioxine, Collectif Vietnam Dioxine. Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur X aussi. On a publié cette tribune qui a été signée par de nombreuses organisations, par de nombreuses personnalités, dont toi aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à la relayer. On fait vraiment l'historique de l'usine d'armes chimiques parce que je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé pendant la guerre du Rif, ni ce qui s'est passé en Irak, sur les Kurdes. Enfin, il y a plein de cas de destruction des populations avec les armes chimiques et il faut qu'on puisse mettre en lumière ça et ne pas oublier pour ne pas répéter. Malheureusement, nous, on est les témoins de ce qui s'est passé au Vietnam et on a un devoir de mémoire par rapport à ça pour éviter que ça se répète. Et malheureusement, l'actu nous montre que c'est toujours de ce fait. Actif. Et merci beaucoup déjà pour toutes ces explications, encore une fois. Et on revient aussi vers toi, Edwige. Du coup, toi, tu travailles vraiment concrètement, comme on l'a vu, sur le terrain, avec des publics très, très différents. Et cette expérience de terrain, elle t'amène à voir des situations qui sont parfois des confrontations de cultures totalement différentes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour prévenir ces conflits, on a un outil qu'on appelle la réunion d'équipe et qu'on met en place à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, parce qu'il y a un turnover assez important. Et la tension fait partie de l'atmosphère du quotidien. Déjà, dans une ferme, on côtoie la naissance, on côtoie la mort, on côtoie les maladies des animaux. Et puis, le fait qu'il y ait des personnes qui viennent volontairement pour être bénévoles ou pour être stagiaires, et puis d'autres qui viennent sous mesure judiciaire, ils ne sont pas là pour les mêmes raisons. Donc déjà, il y a cette atmosphère-là. On est des travailleurs sociaux et c'est vrai qu'on a aussi ce regard qui peut être porté sur certaines catégories de personnes où on sait qu'ils sont peu favorisés et qu'on essaye de valoriser. Et c'est là qu'il y a en jeu entre, par exemple, un stagiaire veto, donc qui a fait Bac+8, et un jeune migrant qui vient en stage linguistique pour apprendre le français. Et comme il est passionné par les animaux, l'association Française d'Asile, en l'occurrence, nous oriente ce jeune qui vient du Mali, avec une traversée, en l'occurrence, qu'il a dû faire pour arriver en France. Et on avait une vache qui avait une mamite, donc c'est une réaction inflammatoire des mamelles. Et on avait acheté une machine à traire, et en la recevant, en fait, elle était en pièces détachées. Et on a laissé un groupe s'en occuper pour la mettre sur pattes. Et en 1 heure, 2 heures, 3 heures passent, et en fait, ils n'arrivent pas à la faire fonctionner. Et donc, ce jeune, originaire du Mali, propose de traire la vache manuellement. Et en fait, ça a fait conflit entre certains qui ont un savoir académique, de formation estudiantin, et d'autres qui ont des savoirs plutôt hérités de manière, de l'histoire familiale ou ancestrale. Et en fait, il y a conflit. Nous, en tant que salariés, on travaille la médiation en permanence et du coup, il faut négocier et faire en sorte que les gens s'accordent et se disent bon, allez, après tout, on se recentre. C'est qui est en souffrance, c'est qui attend, c'est l'animal. Donc la machine ne fonctionnant pas,
on teste la technique et ça a fonctionné, il y avait pas de doute. Et presque quotidiennement, on a des exemples comme ça. Donc vous êtes vraiment à cet endroit de croisement entre toutes ces cultures différentes, mais autour de la Terre. Et moi, je me demandais, moi qui ai grandi par exemple dans une cité en milieu urbain, est-ce que je ne sais pas si vous avez des profils un peu comme moi qui ne connaissent pas en fait la Terre, et est-ce que vous avez un travail aussi de faire apprendre aux urbains en fait ce que c'est que le travail de la Terre, enfin voilà, parce que on parle souvent d'écologie alors qu'on ne s'est pas planté des patates au final. Oui, en fait, c'est un espace d'expérimentation. Donc, on a une zone de permaculture à visée pédagogique. Les fermiers qui sont avec nous quotidiennement savent qu'on va accueillir des enfants, des adolescents. Et donc, pour ceux qui restent longtemps parmi nous, ils sont formés à accueillir un groupe et à mener des ateliers potager, à faire du pâturage, donc savoir guider un troupeau d'animaux dans un bois qui fait 114 hectares, donc il y a de la surface. Voilà, et de faire en sorte que le troupeau se suive. Voilà. Donc on s'amuse bien. des vraies choses concrètes, c'est ce qu'on aime aussi, et qui nous sortent aussi un peu de nos discours qui peuvent être théoriques. Merci beaucoup Edwige, merci beaucoup Fouda, merci beaucoup Kéo pour ces premières pistes de réflexion sur les nouvelles manières de penser l'écologie, donc des manières un peu moins eurocentrées, de penser l'écologie aujourd'hui. C'est une gymnastique qui est très difficile à faire, surtout quand on sait qu'on est peut-être noir, asiatique, maghrébin, mais qu'on est surtout né et qu'on a surtout grandi en France. Bonjour Lou, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu pour ce moment culture décoloniale. Donc, je rappelle le titre de ton livre, donc Sous les strates, un roman que tu viens de publier aux éditions Les Escales. Enfin, ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti, quelques semaines ? Depuis fin août 2023. Ok, super. Dans ce premier roman, donc c'est ton premier, tu parles de différentes questions, dont la question de l'adoption transraciale. Juste pour nous rappeler, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que l'adoption transraciale ? C'est le fait, en fait, dans mon cas par exemple, d'être né au Vietnam et d'avoir été adopté par des parents du coup français et blancs, et donc d'avoir grandi en France. Donc c'est ça qu'on appelle, c'est ce cas de figure qu'on peut prendre dans le contexte de l'adoption transraciale et même plus généralement dans le contexte d'adoption internationale. Ok. Et en vrai, parler d'adoption, c'est quelque chose qui est très complexe en France. Il y a tout un imaginaire de charité autour de ça. Il y a plein d'idées qui sont alliées à la notion d'adoption. Et toi, tu as choisi la fiction pour parler et pour traiter de ces sujets qui te sont très personnels de manière le plus juste possible. Pourquoi est-ce que ce choix de la fiction, il te paraissait important ? Il y a plusieurs choses. En fait, je pense que il y a, au vu du contexte socio-politique actuel, il y a une espèce d'urgence en fait à penser et à dire l'intime. Et en fait, moi, j'ai choisi en fait d'explorer l'écriture de soi par la fiction parce que c'est quelque chose en fait qui m'a permis d'explorer des trajectoires complexes, des émotions complexes. Et en fait, il y a dans la fiction, je pense, quelque chose de très puissant dans le fait d'aller proposer des narrations originales, d'aller creuser des personnages complexes et de créer, en fait, de rêver des espaces. Et par ça, en fait, je crois qu'il y a une possibilité de dépasser une assignation sociale. Donc c'était ça pour moi, en fait, l'objectif dans le fait de justement laisser la possibilité de me penser autrement. Et dans ton roman, donc, il y a 3 personnages qui sont les personnages principaux, qui sont 3 personnages féminins. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? Oui. Il y a Lynn, en fait, qui est donc le personnage principal, qui est du coup une jeune femme qui a été adoptée, qui a grandi en France, qui est née au Vietnam. C'est la seule qui parle au jeu. C'était un choix.
parce que il y avait une forme d'urgence chez moi à m'envisager en fait en tant que sujet pensant et politique, et plus en tant que sujet parlé, parce que c'est souvent le cas en fait dans le cas de l'adoption transraciale en fait, où il y a beaucoup de... Enfin, c'est un sujet qui est beaucoup évoqué au travers des voix des personnes adoptantes, mais aussi au travers des spécialistes donc, qui vont proposer des productions universitaires sur les personnes adoptées. Et moi, en fait, je ressentais vraiment le besoin de me penser et de mettre sur la table ce sujet qu'est l'adoption transraciale. Donc, il y a ce personnage Lynn, et ensuite, on a les voix de ces deux mères. Donc Minh qui est sa mère biologique et qui vit au Vietnam, et Françoise qui est sa mère adoptive et qui vit en France. Et du coup, on explore en fait ces trois trajectoires qui se croisent, toutes les décisions et les choix que vont faire ces trois femmes et qui vont en fait avoir des conséquences et un peu provoquer des sortes de ricochets. Et on circule aussi entre des espaces géographiques et temporels différents dans ton livre. Et c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper quand on est dans une situation finalement d'adoption transraciale. Oui, je pense. En fait, on voit Lynn un petit peu lutter pour trouver sa place. Et donc évoluer dans plusieurs espaces. Donc il y a l'espace français qui l'a complètement assimilé, vers lequel elle a été déplacée. Il y a son espace où elle est née, donc le Vietnam, duquel elle a été extraite, en fait, comme on va extraire une ressource naturelle. Et puis il y a tous les endroits où elle évolue, ces endroits intérieurs aussi. Et du coup, c'était important pour moi de montrer tous ces espaces-là qui constituent en fait la personne de Lynn. Et là, tu viens de dire extraite comme on extrait nos ressources naturelles. Il y a quelque chose d'assez froid dans cette description, quelque chose qui est assez complexe à gérer, parce qu'en final, c'est des relations familiales de fille à mère, de différentes mères. Comment est-ce que on écrit un livre comme ça, même si c'est par la fiction, sur sa famille, sans déclencher des tensions en fait internes aux familles? Ça a été quoi ton expérience à ce niveau? Je pense qu'il y a eu l'acceptation en fait du paradoxe et de l'ambivalence, et de partir du constat que moi, ce que je voulais, c'était proposer une sorte de lisibilité dans ma trajectoire, et puis me réapproprier en fait tous ces fragments. Ce que je défends moi beaucoup, c'est une écriture du fragment, du lien aussi, du souvenir. Et du coup, je pense que en fait, il y a une espèce d'urgence à penser le jeu. Mais je pense que le jeu en tant que tel, il n'est pas tellement intéressant, et en fait il y a une puissance très consolatrice dans le fait de dire le jeu quand il entre en résonance avec le nous. Ouais. Et c'est vraiment ce sur quoi j'ai essayé de travailler, de vraiment essayer de proposer un puzzle dans toute sa complexité, dans tout ce que ça implique. Ouais, c'est vraiment une écriture puzzle. Dans les registres d'écriture que tu as, il y a des choses descriptives, des choses qui sont plus de l'ordre du mot, de la note. Est-ce que tu peux nous parler de ces registres aussi? Toi, ça a été un exercice qui t'a plu littéraire, en fait, dans ton style? Oui, complètement. Moi, alors c'est vrai qu'en tant qu'enfant, en tant que lectrice, la fiction, ça a toujours été mon refuge. Mais c'est vrai que ce qui a pu venir affûter mon regard sur le monde, ça a été beaucoup l'essai, le témoignage, l'autobiographie. Et en fait, je crois que quand on a une trajectoire minorisée, les frontières entre ces deux genres sont très poreuses. Et du coup, je pense que dans mon travail, en fait, on voit que des fois, il y a des parties qui sont un petit peu plus analytiques, d'autres qui sont beaucoup plus poétiques. Et du coup, effectivement, je crois qu'il y a une forme d'hybridité en fait dans mon travail. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de penser ce roman, je pense. Et il y a plusieurs questions qui sont abordées dans ce roman. Là, on a parlé de la question de l'adoption transraciale, mais il y a aussi la question de l'homosexualité qui est traitée. Et pourquoi, c'est une sorte de témoignage à cœur ouvert, même si encore une fois ça passe par la fiction. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de te raconter en fait de cet aspect de témoignage? Qu'est-ce que tu penses qu'il a comme force? Encore une fois, en fait, je pense que le jeu a une puissance quand il entre en résonance avec le nous. Il y a une forme en fait de dignité qui se crée, une forme de consolation aussi. Et je pense que sur ce sujet-là, en fait, c'était important pour moi de montrer qu'il était possible de changer.
puisque du coup, on voit qu'effectivement, Lynn, c'est un personnage qui grandit en tant qu'hétérosexuel toute sa vie et qui, à un moment, s'identifie en tant que lesbienne. Et c'était déterminant pour moi de montrer qu'il y a des espaces de mutation, en fait, de transformation qui existent. Et voilà. Et toi, est-ce que tu as été contente? Est-ce que c'était difficile de faire ce livre? Est-ce que tu en es fière aujourd'hui? Oui, je pense que je suis fière d'avoir en tout cas essayé de proposer quelque chose d'à peu près lisible, je crois. Après, les expériences de promotion, c'est toujours un petit peu fatigant, un peu ambigu aussi quand justement on est un corps minorisé qui est accueilli dans ces espaces littéraires français qui ne sont pas encore préparés justement à accueillir ces corps-là au sein de leurs espaces, mais globalement aller à la rencontre du public et proposer ce genre de récit dans l'espace public et littéraire français, c'est, je pense, important. Et donc c'est évidemment une fierté. D'ailleurs, ce côté ambigu du moment de promotion du livre, tu en parles aussi sur ton compte Instagram, Manguistan, où on peut aller suivre. En fait, tu as toujours écrit, tu t'es toujours exprimé à travers les réseaux sociaux ou à travers des ouvrages plus littéraires comme celui-là. Donc voilà, si les gens veulent aussi en savoir plus sur toutes ces analyses-là, tu en parles volontiers là-bas, quoi. Oui, tout à fait. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu avec nous, Lou, pour ce moment culture décoloniale. Donc, je rappelle le titre de ton livre, donc Sous les strates, qui est paru aux éditions Les Escales. Et donc, on peut te retrouver sur Instagram, le compte Manguistan, sur lequel donc tu continues à publier régulièrement. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Merci encore. Et merci aussi à vous, cher public d'Histoire Crépue. Merci de nous accompagner dans cette aventure à la télévision, donc avec le média. C'était le débrief d'Histoire Crépue, une émission où on regarde l'actu avec une grille de lecture décoloniale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse améliorer notre prochaine émission. C'est la deuxième, je pense que vous avez vu un peu d'amélioration quand même. Merci à toute l'équipe technique du média qui est avec nous. Merci aussi à Réa Simon à la réalisation et à Ivana Altas, chef d'édition. Nous, on se retrouve jeudi dans 2 semaines, donc le 14 décembre, sur le média en direct. Et je rappelle, le média, la première chaîne d'infos indépendante de France, exclusivement financée par ses abonnés. Offrez-vous donc une information libre et indépendante à la télé à partir de 5 € par mois sans engagement. Prochain rendez-vous d'actualité en direct, c'est demain à 13h. Et d'ici là, ne zappez pas pour suivre la suite de nos programmes, que ce soit via le flux 24/7 de YouTube ou le canal 350 de la Freebox. En attendant, partagez cette vidéo et suivez-nous sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, mais aussi sur notre nouveau site internet. Là, je repasse sur histoirecrépue.fr où vous retrouverez nos vidéos et nos articles. Et donc, à bientôt à vous sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!